Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Venez-en maintenant à notre deuxième invité, vous le voyez à l'écran. Le deuxième invité chez les GG ce matin, c'est bien sûr M. Jean-Jacques Guignon, il faut le rappeler, syndicaliste à la CGT. On parle des syndicats ce matin du côté de la France, la fête du travail, la fête internationale du travail. Donc c'est demain mardi 1er mai, une fête qui intervient cette année en Guinée dans un contexte de tension entre certaines fédérations et leurs centrales syndicales. La dernière grève qui a paralysé donc l'enseignement préuniversitaire conduite par un groupe de syndicalistes qualifiés au départ de dissidents, il est forcément pour quelque chose, il le dit titiller. Le succès qui a sanctionné cette grève n'est point de nature à aider à dissiper ces tensions, sans oublier que le gouvernement et le SLEG s'apprêtent à engager des discussions sur le dernier point de revendication porté par le syndicat des enseignants de Guinée, à savoir une augmentation salariale à hauteur de 8 millions de francs guinéens. De quel œil depuis l'étranger peut-on observer tout autre cette situation? Donc en tout cas, on pose cette question ce matin à notre invité. Vous le voyez à l'écran. Dans un instant, nous continuons le débat avant de faire un flash sur quelques messages évidemment. Notre invité est déjà dans ce studio, mais peut-être quelques analyses, mon cher Ahmed Kamara. Oui, quelques analyses rapidement pour dire que, écoutez, c'est une déception de toutes les façons. À mon avis, si M. André est venu, c'était de nous expliquer les conditions dans lesquelles cette concession a été octroyée à Bolloré. Mais quand on nous dit non, c'est une pratique qui existe. On parle de droit, vous me parlez de pratique. Ce n'est pas une question de pratique. La pratique nous a amené où? Ça nous a amené à payer 38 millions d'euros de trucs qu'on a payé après notre condamnation. Alors je pense qu'à coût de 800 000, on ne peut pas acheter une république. Il faut qu'on arrête de se moquer des populations, non seulement de la Guinée, mais aussi du Togo. Mais ce que je veux dire, quelque part, ce que je veux dire va vous choquer peut-être, mais moi j'ai rien à faire avec Bolloré. Moi j'ai rien à... Quelque part, je trouve que c'est un homme d'affaires qui cherche son gain et il se bat pour le chercher comme il peut. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, c'est plutôt aux dirigeants africains. C'est eux qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. S'il y a quelqu'un qui vend l'Afrique, c'est eux. Quand on me dit que Bolloré a fait ceci, Bolloré a fait cela, je mets au compte du business. C'est un businessman et il va le continuer partout où il sera. Aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités. Merci beaucoup. En tout cas, pour ce qui concerne le cordon ombilical avec l'Occident, je pense qu'il n'a jamais été aussi bien renforcé. Félicitations à ceux qui ont annoncé qu'il va être coupé. Mais moi, je estime que, au-delà de tout, j'ai appris du côté de la présidence qu'il n'y a jamais eu de travail fait par Avast, la société de com de Bolloré, au compte de la présidente de la République. J'ai entendu ça aussi. J'ai entendu que ce sont aussi des sociétés de com qui font dans le chantage, qui signeraient des contrats de 5 à 6 millions d'euros avec certains chefs d'État africains et qui de plus sont plus âgés que la moitié des jeunes de leur pays, donc qui ont fait plus de 30 ans qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir. Donc il appartient à la présidence aussi de s'expliquer sur le rôle que cette société a joué. Est-ce que Avast a investi quelque chose dans la campagne du président Alpha Condé? Allez-y, voilà. On le sait très bien au deuxième tour, le rôle que Avast a joué dans la campagne présidentielle. Okay. Mais moi, ce dossier-là me rappelle un peu le dossier de BSGR et Rio Tinto. Vous savez, les conditions dans lesquelles les jugements de Simandou ont été retirés à BSGR pour être octroyés en plus à Rio Tinto avec le versement de 700 millions de dollars et après les conditions dans lesquelles Rio Tinto est parti. Moi, Bolloré, en termes d'investissement, si nous regardons bien et si nous analysons, en tout cas, selon ce qui avait été annoncé, Bolloré aussi, à part l'agrandissement du port autonome de Conakry, avait d'autres investissements à faire. Les Blue Zones sont pas terminés, les Blue Lines ne sont pas terminés, le train est toujours garé du côté du Palais du Peuple, ça aussi, ce n'est pas terminé. Je pense qu'il faut être logique. Monsieur Camara n'a pas été convaincant ce matin.
M. Camara, dans ses explications, a carrément pris un camp. Non, mais aussi, il est important de le dire, Amine. Parce qu'on n'a que 5 minutes. On va donner la parole à l'invité. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte les défaillances dans lesquelles les différents contrats ont non seulement été signés sous le CNDD, mais ce sont les mêmes défaillances dans lesquelles les contrats actuels sont en train d'être signés. Merci. Et c'est pour ça que l'État guinéen aura gros à faire. Moi, je veux rapidement dire deux choses. Premièrement, cette situation me rappelle la période des colonisations. Ça me rappelle cette histoire où le blanc venait avec un miroir. Il le donne au chef de village et le chef de village lui donnait de la place et ainsi il nous prenait nos bras valides qui repartaient. Je pense que c'est cette démarche. Deuxièmement, il faut interpeller la société civile guinéenne. Il faut interpeller la société civile guinéenne et africaine tout entière. Je vais vous dire, on ne peut pas compter sur les politiques par rapport à cela parce qu'ils sont prêts à vendre n'importe quoi pour garder leur fauteuil. C'est à la société civile de nous alerter, d'être aux aguets, comme nous le faisons nous médias. Le reste des organisations de la société civile doit pouvoir le faire pour mobiliser davantage. Allez-y, Mafoudia. Alors, l'intervention de M. Camara ce matin, c'est tout à fait logique, c'est stratégique. M. Camara, quand on l'écoute, on comprend bien qu'il a choisi un camp. Et c'est tout à fait normal, il a été malin. Aujourd'hui, on ne parle pas de Bolloré, on parle plutôt des défaillances qu'il y a eu avec Jetma. C'est stratégique, c'est de bonne guerre, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant... C'est clair, et la population guinéenne n'est pas bête. Et c'est là que justement je rejoins Tamba quand il parle de la société civile et même du Parlement. Parce qu'ailleurs, on aurait interpellé le président justement pour dire ce qui est en train de se passer. Quand on prend le problème en tant que tel, moi je veux bien voir la suite. Parce que Bolloré, c'est d'abord l'intérêt de la France en Afrique. Ça va être très compliqué, mais le plus important, c'est qu'en Afrique, il y ait de la société civile. Il y ait des populations qui restent aux aguets. Parce que tout ce qui est en train de se passer, aujourd'hui, on apprend pas mal de choses qui se sont passées. Autant de Lansana Conté, autant de Dadis, je parie qu'à l'époque, on ne pouvait pas le savoir. Et dans 10 ans, lorsque M. Alpha Condé ne sera plus là, on apprendra pas mal de choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à dire tout et rien pour qu'ils sortent blanchis de cette situation. Mafoudia Bangoura. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. C'est ce que nous allons faire avec notre invité ce matin, Jean-Jacques Guignon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors avant la première question, ceux qui sont en train de défendre, ils n'ont qu'à venir encore parce que M. André, lui, n'a pas pu. Alors quel regard, M. Guignon, vous portez sur le syndicalisme en général, que ce soit en Afrique et même aussi ailleurs? Merci tout d'abord de m'accueillir. Et juste avant de répondre à votre question par rapport au débat précédent, le blanc que je suis, pour reprendre votre expression, tient à dire que je suis convaincu que le colonialisme économique d'aujourd'hui est sans doute plus cruel que le colonialisme politique d'avant. Les multinationales françaises aujourd'hui ont un pouvoir plus important que beaucoup de pouvoirs africains. Et chaque fois que l'on me parle de corrompus en Afrique, je vois beaucoup plus les corrupteurs qui sont en France. Et l'allusion que vous avez faite à la société civile, mais elle a un rôle déterminant à jouer et il faut créer des passerelles entre la société civile française et guinéenne, togolaise et française pour arriver à faire naître la vérité de tout cela. Et ça me semblait important de le dire par rapport à votre intervention. Merci, mais au-delà de le dire, Lamine Guirassy, au-delà de le dire, est-ce qu'on peut par exemple espérer une action du sein même de la France, parce que la France revient souvent, c'est bien de le reconnaître comme ça, mais est-ce qu'il y aurait des actions par exemple chez vous, vous blancs, pour conduire par exemple l'État français à agir de manière beaucoup plus responsable, plus respectueuse de la souveraineté des États africains? On le fait d'une manière très difficile. J'ai souvenir, par exemple, que la CGT, entre autres, s'était battue très fortement contre Total en Birmanie. On avait réussi cela. Concernant Bolloré, une anecdote en forçant le trait. Si la CGT demande l'heure à Bolloré, un quart d'heure après, il y a 15 avocats qui nous appellent pour nous mettre la pression. Il a les meilleurs avocats du monde. Mais ce dossier, forcément, la CGT va le regarder avec grande attention. On a un service multinational et on va le suivre de très près. Justement, alors vous dites quelque chose de très intéressant. Quand vous dites il y a les avocats qui vous appellent pour mettre la pression, quel genre de pression? Ça veut dire, j'ai l'impression que Conakry, Paris, c'est tous pareil en fait.
La pression, elle est financière. Nous sommes un syndicat, nous n'avons pas beaucoup de moyens, et on sait très bien que ce qui peut nous demander, si dans le texte que fait la CGT, il y a une virgule qui n'est pas à sa place, on peut perdre le procès. Perdre le procès, c'est perdre des centaines de milliers d'euros, voire plus. D'accord. Et cet argent-là, c'est l'argent de nos syndiqués. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et il faudra le faire avec beaucoup de vigilance. Donc c'est une manière de vous dissuader. Bien sûr. De vous dissuader. Ah oui, bien sûr. Alors, parlons des syndicats, c'est très important parce que si on vous a dans ce studio demain, c'est la fête internationale du travail, hein, c'est très important. De quel œil, depuis l'étranger, Moussa, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est la question. Justement, de quel œil, calme-toi s'il te plaît. Voilà, j'ai l'impression qu'on l'a vacciné ce matin. De quel œil, en tout cas, depuis l'étranger, peut-on observer tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui? Vous avez suivi un petit peu cette grève qui a paralysé un petit peu l'éducation préuniversitaire en Guinée. Le syndicalisme guinéen se porte-t-il bien? Et sur je vais répondre à la première question sur le syndicalisme en général. Pour une raison simple, c'est la fête du travail le 1er mai. Mais il faut reconnaître que le syndicalisme au niveau mondial, il se porte mal. Il est méprisé. Et là, Emmanuel Macron, avec les corps intermédiaires, il y a un mépris absolu. Avant, en France, traditionnellement, le gouvernement essayait de se mettre en haut de syndicats dans la poche. Là, aujourd'hui, tous les syndicats méprisés, Emmanuel Macron avance. Les syndicats, ils sont parfois agressés. Malmenés. Et en plus, circonstances aggravantes, ils sont parfois divisés. Et je me mets à la place de tous les... Justement, alors j'ai l'impression que c'est le scénario guinéen en fait. Comment on arrive à cette division? Comment le pouvoir... Jean-Jacques Guignon, comment on arrive à cette division? Mais alors là, pour le coup, je suis bien placé parce qu'en parlant de division syndicale, la France, on n'est pas mauvais non plus. Les relations entre les syndicats ne sont pas bonnes. Et tout à l'heure, je lisais un article en attendant de passer dans votre émission, je regardais mai 68. Pourquoi ça marchait? Parce que les syndicats étaient unis. Aujourd'hui, on est tellement divisés qu'on est parfois plus capable de se serrer la main. Vous parlez de division, mais j'ai envie de rentrer en profondeur. Comment on arrive aujourd'hui à diviser ces syndicats? Est-ce que c'est par l'argent? Est-ce que ça se passe comme en Afrique? Parce qu'ici, ce sont les espèces sonnantes et trébuchantes. Les grandes gueules. C'est une vision différente de la société. Il y a ceux qui considèrent qu'il faut accompagner, qu'il faut limiter les dégâts. Et la CGT fait partie des syndicats qui disent la France est riche, la Guinée est riche. Il y a aujourd'hui les moyens de répondre à toutes les satisfactions raisonnables, mais toutes les revendications. Et pour l'instant, il y a des syndicats qui cherchent le stylo pour signer n'importe quoi. On les a chez nous aussi, ceux-là. Et ce qu'il faut, c'est arriver à convaincre les travailleurs de se battre sur le nécessaire. Après, on verra le possible, mais se battre sur le nécessaire. Alors, c'est pas une histoire d'argent. Ça veut dire responsable, parce que vous dites, tout à fait. On verra après à la suite, parce que tas de polémiques chez nous en Guinée, on parle de se revoir avec les syndicalistes, c'est une manière de renégocier un petit peu en ce qui concerne les salaires. On demande 8 millions de francs guinéens. Mbemba dit que c'est être fou, en tout cas, à aller sur ce point-là. D'aucuns disent que quand on prend en tout cas la frange d'Aboubacar Soumaki, c'est pas responsable. Comment est-ce que vous analysez tout ça? Parce que forcément, vous êtes en rapport avec ces syndicalistes. Si on prend le budget français et le budget guinéen tels qu'ils sont, sans doute les revendications de la CGT sont trop importantes et les 8 millions sont trop importants. Mais le budget tel qu'il est-ce que c'est un bon budget? Justement. En France, il y a 80 milliards d'euros qui disparaissent dans l'évasion fiscale, dans des tas de choses. Avec 80 milliards, je me perds avec 80 milliards, on pourrait satisfaire bon nombre de revendications. Le budget guinéen, ça doit être pareil. Entre le budget tel qu'il est et tel qu'il pourrait être, avec moins de fuites, avec une meilleure gestion, il y aurait sans doute de quoi répondre à toutes les justes revendications des travailleurs guinéens, comme je le dis pour les travailleurs français. Mais j'ai l'impression que c'est la gueule noire, hein, franchement, à aller dans ce sens, parce qu'on a envie d'être populiste. On demande 20 millions, on demande 10 millions, on demande 8 millions, mais sans savoir un petit peu comment les obtenir. Chez vous, comment vous faites exactement? Parce qu'il faut discerner un petit peu tout ça. Voilà. La santé de votre économie, est-ce que vous tenez compte de certains indicateurs macroéconomiques avant d'exiger, par exemple, du pouvoir, une certaine revalorisation? Non, on part des besoins. Des besoins dignement au XXIe siècle. Combien il faut? On dit il faut 1800 €, il faut l'école gratuite, il faut des universités pour tout le monde, il faut... Et après, la question de est-ce qu'il y a les moyens? Mais quand on voit... On parlait de Bolloré tout à l'heure. Quand on voit le nombre de milliardaires qu'il y a en France, quand on voit que 50% des autoroutes partent dans les mains des actionnaires, si c'était nationalisé, cet argent-là, il irait à la santé, il irait à l'éducation. Je suis convaincu que l'argent, il existe. Mais il faut se battre aussi pour qu'il aille au bon endroit. Justement. Donc on demande, nous, le nécessaire.
Le possible, c'est pas notre affaire. Regardez l'histoire, c'est toujours à partir d'idéaux qu'on a fait avancer le monde, à partir de l'utopie qu'on a fait avancer le monde, et pas une histoire de petit argent. C'est l'utopie qui fait avancer. Bien. Jean-Jacques Guignon, syndicaliste à la CGT, notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Mafoudia. Alors, à vous écouter, il n'y a pas une grande différence entre le syndicat ici en Guinée ou ailleurs, en tout cas partout dans le monde, c'est presque la même chose, mais ce sont les réalités qui diffèrent. Au début, vous parliez, vous disiez que le monde du travail se porte mal. Bien. Sur quoi vous vous basez? On est en 2018 quand même, les combats ont été menés, qu'est-ce qui ne marche pas encore? Vous savez, un ancien secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, vient de sortir un livre qui est intitulé « La troisième guerre mondiale et sociale ». Ouais. Enfin, c'est terrible ce que je dis, mais toutes les guerres qu'il y a dans le monde tuent moins que le nombre de travailleurs qui meurent en accident du travail, par exemple. Ouais. Qui le dit, ça? Ben oui, nous, on s'efforce. On a vu le cas de Topaz, il n'y a pas que la semaine dernière. Si vous saviez, même l'inspecteur général du travail, il ne peut pas parler là-dessus parce que tout simplement, on dit que l'usine est protégée par le président. Et combien d'inspecteurs du travail il y a? Est-ce qu'il y en a assez pour vérifier? Les grandes gueules. Ça, c'est une très très bonne question, par ailleurs. Mais Lamine, c'est important que l'on revienne sur la question posée tantôt. Est-ce que, sur le fond, parce que c'est tout à fait normal de réclamer le nécessaire, vous le dites. Mais est-ce que le nécessaire peut être juste s'il ne tient pas en compte les disponibilités, les ressources, en partage d'ailleurs pour toutes les autres sphères de la population, parce que tous ne sont pas fonctionnaires de l'État. Est-ce qu'on peut demander, dans le cas guinéen par exemple, 8 millions et être normal? Alors Tamba, vous n'avez pas répondu à ma question d'abord. Comment le monde se porte mal, le monde du travail? Quand on vous écoute à la radio, vous êtes utile et sympathique. Mais qu'est-ce que vous êtes redoutable dans ce studio? C'est ça les grandes gueules. Mais j'apprécie beaucoup. Ouais. Votre question, c'est qu'est-ce qui me fait dire que le syndicalisme va plus mal aujourd'hui? Mais on le vit vraiment au quotidien, la souffrance et le mal-vivre dans les entreprises. On a l'impression qu'on avait un peu progressé. Mais depuis qu'on est dans les années 2000-2005, ce n'est plus le cas. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de burn-out. Parce qu'avant, pardon de parler de la France, mais on avait des grandes entreprises avec des organisations syndicales fortes, structurées. Renault à l'époque. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise est explosé. Des entreprises de 10, 15 salariés qui sont ubérisées et qui n'ont aucun pouvoir. Et quand j'ouvre la bouche, je suis licencié. Aujourd'hui, c'est dramatique. Les syndicats sont trop faibles. Ils ne sont pas partout. On a des déserts syndicaux. Et le patronat, il est ce qu'il est. Bien. Il en profite et il écrase. Allez-y, Tamba. Allez-y, Roby. Est-ce que cela est dû au fait qu'aujourd'hui, la plupart des patrons qui ont des grosses entreprises et qui sont de plus en plus riches et puissants et qui forment cette minorité, est-ce que cela s'explique par la forte accointance qu'ils ont avec les pouvoirs publics qui sont censés protéger le peuple ou les travailleurs? Est-ce que les pouvoirs publics sont devenus faibles vis-à-vis des patrons qui sont hyper riches, hyper puissants, qui à un moment donné décident même des élections présidentielles? Oui, mais j'en suis convaincu. Les services publics, et le service public, c'est ce qui appartient essentiellement à ceux qui n'ont rien. Et les services publics sont en train de disparaître parce qu'ils sont privatisés. Et privatisés parce que les multinationales dont vous parlez, ils veulent absolument tout acheter. S'ils pouvaient privatiser l'air que l'on respire, ils le feraient. Allez-y, Moussa. Vous avez dû remarquer que le mouvement syndical guinéen est aussi miné par la division. Il n'y a pas d'entente. Vous avez certainement suivi la dernière grève. De quel œil vous voyez tout cela? Comment est-ce qu'on peut arriver au syndicat, à un mouvement syndical du même acabit que celui qu'on a connu lors du premier régime? Parce que je rappelle quand même que Sékou Touré faisait partie de ces syndicalistes-là. Comment est-ce qu'on peut en arriver à une union syndicale soudée et objective? J'ai un grand respect pour votre question. Et ayez un respect pour ma réponse, ou plutôt pour ma non-réponse, pour deux raisons. La première, je n'ai pas de mandat, par exemple, de l'USTG pour m'occuper d'une médiation éventuellement. Et la deuxième chose est un rapport avec ce qu'on disait tout à fait au début de l'émission, je n'ai pas de légitimité pour le faire. Je ne veux pas rentrer dans, allez, j'ose le mot, un colonialisme syndical, le papa qui donne des leçons. La crise de l'USTG aujourd'hui, la difficulté de l'USTG, elle appartient à l'USTG et c'est à elle à trouver la solution, notamment les syndiqués de l'USTG qui doivent avoir leur mot à dire. Et
L'ESCG, si elle fait bien ce qu'il faut pour s'en sortir, elle peut sortir renforcée de cette crise. Bien. Mais pour cela, il faut que chaque syndiqué dise sa vision des choses et que ça se passe en vraie démocratie. Je ne vois pas la CGT dire « selon moi ». Je ne pourrais pas. Bien. Allez-y, Ahmed. Alors tout de suite, on a quand même suivi votre regard sur le syndicalisme en général. Est-ce que alors, une telle vision ne peut pas inciter au pessimisme? Et puis, clairement, quel est le message aujourd'hui que vous envoyez aux syndicalistes guinéens et votre réflexion sur la grève des cheminots en France? Alors effectivement, ce que j'ai dit en début, ça pourrait inciter au renoncement. Mais non, parce que nous sommes des syndicalistes et nous savons très bien qu'il faut mettre tout notre espoir dans les gens. Et c'est grâce aux syndicats que l'on arrivera malgré tout à le faire. Mais pour le faire, il faut que le syndicalisme soit capable de proposer, de revendiquer, de mobiliser, de négocier et de tenir cet engagement. Sinon, à quoi sert le syndicat s'il ne fait pas ça? Et puis je dirais aussi, la délégation de pouvoir, c'est terrible. Bien. On est pris par le temps, malheureusement. C'est pas la conclusion, parce que j'aimerais tellement continuer le débat avec vous, mais malheureusement, on n'a qu'une minute. Conclusion. Mais la conclusion, c'est dans une organisation syndicale, et je pense à mon organisation, l'homme le plus important, ce n'est pas le secrétaire général. Ouais. C'est le syndiqué de base. Ouais. Et il faut que le syndiqué de base, il prenne l'avenir de son syndicat en main. C'est quoi un secrétaire général? Je fais la comparaison avec un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre sans orchestre, un chef d'orchestre sans musicien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sur une estrade, qui bouge une baguette dans un silence absolu. Ouais. Ce sont les musiciens, ce sont les syndiqués, ce sont les travailleurs qui sont importants, qui reprennent la parole, et c'est grâce à eux que le syndicalisme s'en sortira, j'en suis convaincu. Jean-Jacques Guignon, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les GG. Voilà, merci à vous tous à l'international. A terminé ce matin. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Dans un instant, sur Radio Espace et sur toutes nos antennes. Oumar Soul Kaba que vous allez retrouver pour Zik, l'Espace et la matinée. Et sur Espace TV, Moussa Moïsila avec le 22h. Prenez soin de vous. À demain.